Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler des petites actualités que j'ai trouvées sur le sujet de la diète et peut-être un petit peu même de l'entraînement. Enfin, l'entraînement un petit peu, c'est plus indirect, on va dire. En fait, dans cet épisode, j'avais vraiment envie de vous donner un petit peu à la fois des conseils par rapport à ce qu'on vit actuellement, mais aussi par rapport à la recherche qui continue d'avancer, et puis des petites news qui continuent à tomber, et parfois ça fait peut-être aussi un petit peu du bien d'avoir un petit peu d'autres sujets de réflexion que la situation dans laquelle on est. Bon bref, tout ça pour dire que ce week-end, en parlant de ça, ce week-end, j'ai sorti 45 exercices en photo, en vidéo, avec le programme, enfin tout ce qu'il faut pour s'entraîner à la maison, sans matériel. Je sais qu'il y en a beaucoup, et franchement, je trouve ça très bien que tous les influenceurs bombardent de techniques pour s'entraîner à la maison, sans matos. Franchement, moi je me vois pas du tout en concurrence avec eux par rapport à ça. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, et je pense que n'importe qui à son petit niveau sur les réseaux sociaux ou même sur son blog ou autre peut partager comme ça des petites techniques qu'il a pour s'entraîner à la maison. Je pense que c'est comme ça que les gens pourront trouver finalement ce qui leur convient le mieux. Et oui, parce que parfois il y a des gens qui aiment pas trop ma façon de parler à moi, donc ils préfèrent aller voir quelqu'un d'autre, etc. Donc ça, il faut pas essayer de conquérir tout le monde. Je pense que c'est une mauvaise astuce. La bonne astuce, c'est plutôt de dire que ça existe et que chacun y trouvera son compte en fonction du discours de chacun, et peut-être aussi des disponibilités, on va dire en termes matériels et autres, de chacun. Alors, ceux que ça intéresse, les 45 exercices, vous les avez en lien dans la description, vous cliquez, vous accédez à l'espace VIP, vous avez ça, vous avez tout le reste également, enfin vous avez de quoi, si vous voulez switcher un petit peu entre divertissement qui est Netflix et apprentissage qui est plutôt l'espace VIP, voyez ça un petit peu comme la même chose. C'est ce que je propose moi, c'est un Netflix version connaissance. En toute humilité, attention, hein, c'est juste des réflexions, c'est des formations, c'est pour avancer en fait, que vous soyez coach ou autre, c'est une plateforme pour avancer, pour pas rester figé sur les connaissances que vous avez aujourd'hui, pour avoir des pistes de réflexion, des idées de programme pour les débutants, etc. J'ai essayé vraiment de faire quelque chose à un tarif vraiment bas. Franchement, quand je regarde les tarifs qui se pratiquent actuellement dans le monde du fitness, je trouve que je suis plutôt très bas. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes m'ont dit il faudrait que tu augmentes, mais malheureusement, malheureusement pour moi, mais heureusement pour ceux qui s'abonnent, j'ai pas envie d'augmenter, en tout cas pas actuellement, hein, parce que, je le répète encore une fois, mais l'espace VIP, c'est quelque chose que moi, j'avais besoin d'avoir quand j'ai démarré et que je n'ai jamais trouvé. J'avais un budget d'à peu près une dizaine d'euros par mois pour m'acheter des magazines comme ça de fitness et tout quand j'ai commencé, et ce budget que j'avais, je me suis dit aujourd'hui peut-être que les gens ont le même budget, une dizaine d'euros, donc qu'est-ce que je peux leur proposer pour ce prix-là? En fait, je leur propose 4 formations pas par semaine mais par mois, donc une formation tous les dimanches, plus l'accès à toutes les anciennes formations, donc toutes les archives. Ça diffère un peu par rapport à un magazine classique qu'on achèterait. On n'a pas accès à toutes ces archives, moi oui, et on a accès au programme et tout. Bon bref, fin de la page de publicité, parce que là je trouve qu'elle s'éternise un petit peu. Alors, j'avais envie de parler aujourd'hui de pas mal de petites choses. Alors, j'ai récolté les articles. Le premier article, c'est « Il faut éviter de prendre des décisions importantes l'estomac vide ». J'ai noté dans cet article plusieurs citations. Donc, la faim rend impulsif et conduit à faire de mauvais choix, y compris en matière financière, selon des psychologues écossais. Nous avons tous fait l'expérience, mieux vaut ne pas faire ses courses quand on a le ventre vide, car on a la tendance à acheter plus de produits alimentaires et à privilégier ceux qui peuvent être consommés
immédiatement et qui sont riches en énergie. Donc, est-ce que vous avez tous, comme moi, un souvenir à l'époque où vous faisiez pas trop attention à ce que vous mangiez, de faire vos courses avec un peu faim, taper dans le rayon friandises ou le rayon sandwich triangle. Moi, c'était les sandwichs triangles. Je me souviens avec ma frangine, alors pour rappel, quand j'étais adolescent, c'était ma frangine et moi qui faisions les courses pour le foyer, parce que, ceux qui me connaissent pas, mon papa est en chaise roulante, donc on allait faire les courses. Et donc, quand on faisait les courses, on allait se prendre un petit sandwich triangle chacun qu'on tapait directement pendant les courses. Et après, en fait, on demandait à la caissière de scanner un emballage vide. Alors, je déconseille cette pratique, même si ça me rappelle des souvenirs avec ma sœur où on aimait bien faire ça. Peut-être que c'était la petite carotte pour aller faire les courses. Enfin bon, bref. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ma réalité montre... Enfin, cette étude démontre ma réalité, en fait, et celle de mon passé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon, déjà, d'une, je fais les cours sur le drive, et en plus de ça, j'ai conscience de tout ça depuis pas mal de temps. Mais bon, je trouvais intéressant d'en parler parce que on voit qu'il y a cette chose-là sur les aliments à forte densité énergétique. Donc, on va avoir des choix qui vont être trompés par notre manque peut-être d'énergie ou j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une récente étude menée par des psychologues de l'université de Dundee, en Écosse, alors je sais pas si on prononce ça comme ça, l'a non seulement confirmé, mais elle a aussi montré que la faim influençait d'autres comportements qui n'ont rien à voir avec la nourriture. Donc je continue les citations. Les chercheurs ont recruté 50 volontaires. Ils les ont interrogés non seulement sur la nourriture, mais aussi sur d'autres sujets comme l'argent. Ils ont testé ces personnes à deux reprises, quand elles étaient rassasiées, puis quand elles ont sauté un repas. Et ils ont constaté que dans la dernière situation, les participants étaient plus susceptibles de préférer un repas modeste, mais servi tout de suite, à un autre plus copieux, disponible plus tard. Mais il y a plus étonnant encore, les participants choisissaient aussi de recevoir immédiatement une petite somme d'argent plutôt que de devoir attendre pour empocher une plus grosse somme d'argent. Donc en fait, on voit que l'estomac vide, on est dans une situation d'urgence. Mais ça se travaille. Je vais un petit peu... En fait, ça se travaille dans le sens où certainement qu'il y a des liens avec nos ancêtres, etc., où justement cette période entre guillemets de famine, qui n'est pas une période de famine du tout, mais quand on saute un repas, on induit comme un sentiment d'urgence d'agir et de faire quelque chose. Et donc cette urgence d'agir, il faut juste être capable de la détecter et se dire, bon ok, au niveau alimentaire, je vais me tourner préférentiellement vers des fortes densités énergétiques, mais aussi dans mes choix du quotidien. Donc s'il y a une décision qui doit être prise immédiatement, par exemple, je sais pas moi, au niveau de la thune ou au niveau de tout un tas d'autres domaines, on va certainement profiter quelque chose qui va nous rassasier immédiatement. Alors nous rassasier immédiatement, ça peut être émotionnellement, ça peut être financièrement, etc. Bon, eux ils en ont parlé pour la thune, mais est-ce que ça peut être aussi, par exemple, je vais parler plus de développement personnel ici là, mais quand vous avez un conflit avec une personne, est-ce que vous allez pas avoir tendance dans cette situation à vouloir tout de suite stopper le conflit, quitte à refuser, à réfuter, ou je sais pas comment je pourrais dire ça, vos valeurs profondes. C'est-à-dire que pour la paix de l'esprit, vous aurez peut-être tendance à vous avouer vaincu, entre guillemets, même si vous savez que vous avez raison. Alors, bon, ça après... c'est peut-être pas une bonne période pour parler de ça, parce que je pense qu'il y en a qui ont déjà jeté leur mari par la fenêtre ou leur femme par la fenêtre, ou je sais pas trop quoi encore avec le confinement, mais moi je trouve ça intéressant de voir ça, parce que quand on détecte ce genre de choses, encore une fois, là je m'attarde un peu sur cet article, mais quand on détecte ce genre de choses, ça nous permet d'avoir une piste d'action, c'est-à-dire de travailler en fait sur tout simplement cette prise de recul sur ok, tu manques de rien, c'est pas parce que tu t'as sauté un repas que le monde va s'écrouler, mais aussi de savoir, de prendre conscience que si vous sautez un repas, admettons, vous décidez de faire une journée de boulot un peu intense et vous sautez le repas du midi parce que vous êtes à fond dans votre truc, juste avoir conscience que, étant donné que vous sautez ce repas, vos décisions vont peut-être être moins cohérentes. Donc, ça peut être intéressant pour les personnes qui travaillent à la maison ou même qui travaillent tout court n'importe où, de savoir que les décisions importantes, celles qui vont demander le maximum de logique, je sais pas moi, de pertinence, etc., eh ben,
de ne pas avoir le ventre vide, tout simplement. Après, peut-être que gérer les emails et tout, ça peut se faire comme ça. Juste, je tiens à rappeler que j'ai publié aussi quelque chose de 100% gratuit que vous avez sur le site, et d'ailleurs je vais le mettre en description aussi parce que ça me semble important. Je crois que c'est mes 14 règles pour le télétravail. J'en avais parlé en fait au tout début finalement du virus là. J'avais dit bon bah écoutez, moi ça fait des années et des années que je travaille à la maison, peut-être que je peux apporter ma contribution pour le télétravail. Et donc j'avais donné des règles, même si j'aime pas le mot règle, ça fait un petit peu trop directif, mais je trouvais ça intéressant de les partager avec vous parce que je parle pas finalement d'applis magiques, etc., qui pourraient vous sauver votre productivité et tout ça, mais au contraire de réflexes du quotidien qui peuvent être suivis plus ou moins par tout le monde, enfin par tous ceux qui travaillent actuellement en télétravail. Pour celles qui peuvent pas parce qu'ils ont des enfants, etc., peut-être que vous avez des aides, peut-être que vous avez, je sais pas, la nounou qui continue à garder, j'en sais rien. Enfin, voilà, pas pour les parents isolés, pas pour les personnes qui sont vraiment dans un cas complexe, mais pour les personnes qui aujourd'hui font du télétravail, lisez-le parce qu'il y a certainement des choses que vous pouvez piocher dedans. Bon bref, je passe à la suite, et le lien est en description d'ailleurs. Je passe à la suite. La suite, c'est un article qui disait se toucher le visage, un geste à risque, et comment arrêter. Alors, il disait que dans une étude publiée en 2015, des chercheurs menaient... Non, c'est plutôt des recherches... des chercheurs qui ont mené une étude... Alors attendez, je retrouve exactement les mots. En fait, ils ont cherché à calculer le nombre de fois où nous nous touchions le visage. Pendant que les étudiants en médecine assistaient à une conférence, les chercheurs les ont filmés et ont montré et ont compté le nombre de fois où ils ont touché une partie de leur visage. Alors les résultats, en 1 heure, les élèves ont touché leur visage en moyenne 23 fois, soit une fois toutes les 2,5 minutes. Près de la moitié de ces gestes concernaient les yeux, le nez ou la bouche, ce que les chercheurs en maladies infectieuses appellent la zone T. Alors, la zone yeux, nez, bouche. Donc, ouais, la zone T, je crois qu'en cosmétique ou en tout ce qui est les esthéticiennes et tout ça, je parle aussi de zone T, et je sais pas si c'est pas la même d'ailleurs. Donc voici les 4 conseils pour diminuer ces gestes à risque. Durant 1 heure, comptez le nombre de fois où vous touchez le visage ou faites-le avec l'un de vos proches. Alors ça me paraît compliqué comme réflexe, parce que quand c'est le domaine de l'inconscient, en fait, qu'on se touche comme ça le visage, c'est compliqué de compter, en fait. Ensuite, prenez conscience de ce qui déclenche ces mouvements compulsifs. Ils trahissent en effet la plupart du temps nos émotions et notre personnalité. Stress, pensées négatives, etc. Si plusieurs de vos mouvements vers le visage sont liés à des stress particuliers, tentez d'entreprendre des séances de détente, de méditation, de TCC ou de stimuler le nerf vague pour réduire ces stress. Stimuler le nerf vague, d'ailleurs, je lis un bouquin là-dessus qui est assez intéressant sur le nerf vague. Il faudra que je vous en parle peut-être à un moment donné. Quand vous ne faites rien en regardant un film ou autre, gardez vos mains occupées. Alors là, pour moi, c'est plus ou moins... Voilà. Le conseil précédent, c'était un conseil, on va dire, d'hygiène de vie, et je sais que 99,9% des gens vont pas le faire, c'est-à-dire méditer, etc. Les gens, ils s'en foutent. Mais par contre, dès qu'il y a du conseil direct, c'est-à-dire de l'action immédiate, les gens le font plus. Parce qu'ils ont l'impression qu'en fait, c'est un petit peu comme la pilule magique. Donc je sais très bien que les gens vont retenir ça, et pourquoi pas. Donc quand vous faites rien en regardant un film ou autre, gardez vos mains occupées, élastiques, balles anti-stress, tricot, ou évitez de les porter à votre visage. Par exemple, là, moi, je suis en train de vous parler. D'un côté, j'ai mon stylet de l'iPad, et de l'autre côté, j'ai mon stylo plume avec lequel je joue. Alors, est-ce que ça trahit du stress? Est-ce que ça trahit qu'est-ce qu'il dit, pensée négative ou quoi? Non, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça me meuble les mains, ça m'occupe, et au moins, je les amène pas à mon visage. Alors, lorsque c'est une partie du visage qui gratte, utilisez toujours des mouchoirs jetables gardés sous le coude pour cette occasion. Bon, bah écoutez, si vous pouvez avoir des mouchoirs à proximité, ça peut vous aider également. Moi, je trouvais ça intéressant d'avoir un petit peu ça, parce que ça va avec la situation du moment. Et donc, tout simplement, ça peut ajouter encore un petit peu plus de bons réflexes, on va dire, aux pratiques... on va dire, de santé ou de limitation de la propagation ou de la contamination, etc. Bref. Alors,
Allez, on passe au troisième article qui est « La spiritualité transforme le cerveau ». Alors, il est désormais prouvé que des activités comme la méditation ou la prière ont des effets directs sur notre cerveau. Pratiquées à haute dose, elles sont même capables de transformer la structure cérébrale. Alors, je vous renvoie pour ça à un podcast que j'avais fait avec Moussa Bakouchi. Donc, c'est un bodybuilder, on va dire, de haut niveau, qui est français mais qui vit aux États-Unis. Et qui, à un moment donné, je lui parlais de sa préparation, on parlait de sa préparation, etc. Et on parlait justement de ce facteur stress et du cortisol, etc. Enfin bon, bref, tout un tas de choses par rapport à la préparation avant le concours. Et en fait, moi, je lui disais, est-ce que tu médites ou est-ce que tu fais quelque chose comme ça, une méthode anti-stress? Il m'a dit non, mais par contre, je prie. Et c'est là, en fait, où la prière, la méditation, bon, voilà, il y a quelque chose, c'est plus religieux, l'autre c'est plus, on va dire athée. Ça dépend pour qui, la méditation, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des similitudes, en tout cas, dans les mécanismes d'action. Alors, ils disent, mais attention, comme bien souvent en médecine, ces pratiques n'ont rien d'une pilule miracle. Dans la prière comme dans la méditation, une pratique régulière est indispensable pour engendrer des effets bénéfiques. La plasticité cérébrale est comme un muscle. Pour créer de nouvelles connexions entre les neurones, il faut l'entraîner à la spiritualité. Bon, j'ai fait beaucoup de contenu sur la méditation, etc. Enfin, pas etc., mais méditation tout court d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé vraiment des bénéfices significatifs sur la méditation à partir de plus de 70 séances. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai dépassé les 70 séances quasi consécutives, c'est-à-dire avec des pauses maximum de 2 jours entre 2 séances, c'est-à-dire par exemple le week-end ou autre, j'ai détecté des effets significatifs et plutôt positifs. Après, une chose est sûre, c'est que peut-être que ça serait allé plus vite si j'avais pris 0 pause. Alors, faut savoir une chose, c'est que la pause a été maximum de 2 jours. Hein. Donc, j'ai quand même, c'est comme en muscu, en fait, je m'entraînais 5 jours par semaine, quoi. Et ben là, c'était ça, je méditais 5 jours par semaine minimum. Parfois, c'était plus, parfois, c'était 5, mais jamais moins que 5, en tout cas. Par rapport à ça, les effets positifs, moi, c'était plus de capacité à couper quand il y avait un stress plus ou moins aigu, mais également une meilleure capacité à démarrer ma journée sans, vous savez, alors bon, là je parle plus aux entrepreneurs, hein, parce que j'en fais partie, mais il y a peut-être ceux qui sont salariés et tout ressentent moins ça, enfin moi en tout cas quand je l'étais, je ressentais moins ça, mais souvent on démarre la journée avec des tonnes d'idées et on a du mal à hiérarchiser les idées sur lesquelles on doit bosser en premier, même s'il y a plein de bouquins qui existent en vous disant vous devez faire ci, vous devez faire ça. Dans la réalité montre que sur le terrain c'est pas aussi facile, et je trouvais que la méditation m'apportait justement ce détachement et me permettait de gommer finalement les choses inutiles et de me concentrer uniquement finalement sur ce qui avait de l'intérêt. Après, et je vais être honnête avec vous, la méditation, je l'ai stoppée pendant une période, là je l'ai repris, pour moi je vois ça comme un outil. L'idéal serait d'en faire, moi si je devais modestement donner un conseil aux gens, c'est de faire une phase intensive, c'est-à-dire d'essayer de se conditionner à le faire tout le temps, voire même le week-end, pas dépasser les 10 minutes. Moi, je suis pas de l'école de dire vous faites 10, puis 15, puis 20, puis 30, puis 1 heure. Non, je pense que la durée est proportionnellement reliée au taux d'abandon. Plus on va tenir longtemps, plus on a de chances d'abandonner parce que ça nous fait la dose de volonté doit augmenter finalement avec la durée. Et si on commence, déjà on démarre avec une mauvaise volonté, si 10 minutes c'est déjà long, parce que 10 minutes de méditation c'est relativement long pour les personnes qui sont pas habituées, si on augmente cette durée au fur et à mesure, il va falloir de plus en plus de volonté, donc potentiellement, facteur de risque augmente. Donc moi, je recommande plutôt de faire une phase comme on disait à l'époque pour la créatine, qui sert à rien d'ailleurs, hein, mais de faire une phase de charge, c'est-à-dire de faire plusieurs jours consécutifs de méditation, et après, essayer de tenir une moyenne de 3 séances par semaine au moins, pour essayer de conserver, je vais pas dire les gains, mais de conserver au moins l'habitude. Parce que moi, j'ai arrêté un petit peu plus que ça, et malheureusement, je me suis rendu compte qu'à la première séance de reprise, j'avais du mal à, de nouveau, me concentrer sur un sens uniquement et réussir à faire, je vais pas dire le vide, mais à être dans la méditation, quoi.
Donc voilà, c'est juste un conseil comme ça que je vous donne. On est tous humains, il y a des moments où on s'arrête, des moments où on reprend. Je parle pas pour moi, je parle pour toutes les personnes qui m'écoutent, parce qu'il y en a qui auraient tendance un petit peu à se dire j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, etc. La réalité veut que personne n'y arrive en fait, hein. Je vous le dis clairement, ce que vous voyez sur internet et tout, c'est des gens qui arrivent en fait à travers des textes et tout ça, mais dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué. Et puis s'ils y arrivent vraiment, tant mieux pour eux, mais vu que c'est pas le cas de la moyenne des gens, je préfère parler à la moyenne des gens en fait. Autre article, là on changeait un petit peu, enfin en fait c'est une citation que j'avais trouvée intéressante, d'une nana qui a écrit un bouquin d'ailleurs sur le sujet. Elle parle du porno gratuit et du confinement. Et elle dit que la pornographie, c'est le même principe que le Nutella. Si vous y avez goûté enfant, il vous sera difficile de vous en passer à l'âge adulte, quels que soient les dégâts. Pour le Nutella, les dégâts concerneront la planète à cause de l'huile de palme et la silhouette, bon, et la santé aussi. Et pour la pornographie, les risques concernent l'épanouissement serein et respectueux de la sexualité. Donc je trouvais ça intéressant, en fait. Pourquoi ? Parce que apparemment, là, quand je lisais l'article, il y a des grosses plateformes de porno qui ont ouvert les vannes, qui ont mis en libre accès leur contenu. Et donc du coup, la crainte c'était pour les ados qui allaient peut-être en abuser et se créer finalement une sexualité, on va dire virtuelle avec ce porno, et donc avoir du mal dans l'avenir à s'en passer. Enfin moi, là où je vois plus le vice, c'est que des personnes pensent que, comment dire, que leur sexualité va être égale à ce qu'ils perçoivent sur les écrans de leur ordinateur, ou de, je sais pas comment ils consomment d'ailleurs, sur leur téléphone, sur leur iPad, sur leur télé, du porno. En fait, c'est tout simplement qu'ils vont se construire une réalité de ce qu'est l'activité sexuelle à travers ce genre de choses, et donc du coup, quand ils vont passer à la réalité, où ça va être, comment dire, ils vont être complètement à côté de la plaque, mais aussi ils vont pas réussir à être juste par rapport à... Enfin, c'est très compliqué comme sujet, parce que juste, ça veut dire quoi ? En tout cas, leurs pratiques ne seront pas des pratiques naturellement instinctives, mais plutôt des pratiques qui seront liées à un apprentissage qui sera du domaine de l'extrême, on va dire, voilà. Parce que je connais assez peu de porno doux et romantique, etc. Au contraire, et de toute façon, c'est pour ça que le porno est je sais plus à combien de pourcents, mais beaucoup plus consommé par les hommes que par les femmes. Voilà. Donc, bon voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler. C'était une petite citation que j'ai vue passer dans l'actualité. On continue avec un article sur la caféine. Alors, une secousse de café fera-t-elle couler votre créativité ? Alors, dans les cultures occidentales, la caféine est associée de manière stéréotypée à des occupations créatives et au mode de vie des écrivains, leur café, les programmeurs avec leurs boissons caféinées, énergisantes, type Red Bull, etc. Et on va voir si c'est la réalité. Ils disent que 200 mg de caféine ont considérablement amélioré la résolution de problèmes, mais n'ont eu aucun effet sur la pensée créative, a déclaré Zabelina dans un communiqué de presse de l'université. Cela n'a pas non plus aggravé la situation, alors continuez à boire votre café, cela n'interférera pas avec ses capacités. En fait, ce qu'il disait plus ou moins dans cet article, que j'ai dû traduire à moitié en français parce que c'était de l'anglais, et en fait le truc c'est que la caféine, outre ses effets un petit peu stimulantes enfin même fortement parfois stimulantes sur l'énergie, etc., en tout cas perçue, enfin c'est plutôt de l'antifatigue, mais perçu comme booster d'énergie, ne travaille pas pour la créativité. Et donc du coup, des personnes qui ne sont pas créatives ne le deviendront pas en consommant plus de café. Par contre, là où je mettrais un bémol, moi, c'est que ayant un métier créatif, étant consommateur de café, je peux vous dire une chose, c'est que effectivement la caféine ne rend pas plus créatif, mais la caféine permet de donner parfois ce petit boost d'énergie qui vous permet de vous mettre au travail. Alors, régulièrement,
Moi, j'ai pas besoin de ma tasse de café pour bosser. Mais il y a des moments où peut-être on tire un peu sur la corde, on le sait que c'est pas bien, et on va avoir recours à cette petite tasse de café qui va nous permettre de nous redonner un élan d'énergie afin de pouvoir continuer à bosser. Et sans cet élan d'énergie, on ne pourrait pas s'y remettre. On pourrait, mais avec beaucoup de volonté. Et donc, à partir de là, si on commence à s'y remettre, ça va être plus facile de se pencher, de réfléchir, etc. pour être créatif, par exemple. Donc, c'est pas la caféine directement qui rend créatif, mais c'est l'action de la caféine qui permet de se motiver, pas de se motiver, mais de trouver une fausse énergie, donc de couper, d'inhiber un peu la fatigue, qui nous permet de pouvoir par la suite nous mettre dans un état créatif. Donc moi je suis assez d'accord avec ça, c'est pas la caféine qui vous rendra créatif. Pour rappel, la créativité déjà faut avoir pour être créatif, faut être hyper open. Donc là je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez vraiment être créatif, faut être open. Open, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez garder toutes les vannes ouvertes en permanence. Quand je dis toutes les vannes ouvertes en permanence, c'est quand votre domaine professionnel, vous apprenez certainement des choses et je vous encourage, si vous voulez devenir bon, je vous encourage d'apprendre tous les jours, mais il ne faut pas se cantonner à ça. La créativité peut naître aussi si vous gardez toujours les vannes ouvertes, quand vous regardez un film à la télé, quand vous regardez un discours, quand vous parlez avec une personne, quand vous voyez un comportement dans la rue, et bien toutes ces choses-là, si vous avez les vannes qui sont ouvertes, ça peut vous créer des flashs de créativité ou des idées. Et à partir de là, ça pourra devenir intéressant de les associer finalement à votre domaine de professionnel ou autre. Voilà. Bon, je m'arrête ici pour le podcast du jour parce qu'il a fait pas mal de minutes déjà. Donc si je voulais aussi, on va dire, pointer du doigt quelque chose d'important, c'est que sur le site, je mets régulièrement quand même des contenus qui sont en lien avec l'actualité dans ce sens-là. Donc j'ai essayé de faire le maximum pour vous partager des choses, par exemple sur la détente, la productivité, sur la capacité à bien télétravailler à la maison. Télétravailler à la maison, ça veut rien dire, mais bon, à faire du télétravail. Mais aussi par rapport au sport, et je pense que le sport prend tout son sens actuellement, et d'ailleurs je pense qu'énormément de personnes se sont mises au sport alors qu'elles n'en faisaient pas. Et je pense aussi que justement ce sport-là peut vous faire beaucoup de bien s'il est fait correctement. Alors il n'y a pas de correctement ou pas correct. Si vous bougez, c'est déjà bien. Si vous avez un vieux tapis de course, un vieux vélo d'appartement dans le garage, n'importe quoi, une corde à sauter ou autre, utilisez-la. Si c'est la corde à sauter de vos filles ou quoi, prenez-la. Enfin bon, bref. Toute forme d'activité physique est bonne à prendre et je vous garantis que vous dormirez mieux, etc. Tout se passera mieux en fait. Si vous faites bouger un petit peu tous les liquides qu'il y a dans votre corps, ça se passera vraiment mieux. Mais bon, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont envie d'avoir quelque chose de fixe, etc., notamment en termes de travail musculaire, je vous renvoie vers le lien que j'ai mis avec les 45 exercices à faire au poids de corps. Il n'y a même pas un haltère, il n'y a rien du tout. En fait, ce que j'ai fait, c'est que là, je vous ai fait un programme où il y a 45 mouvements au poids de corps, mais en tout, il y en a 72 des mouvements dans la bibliothèque d'exercices que j'ai, 72 mouvements à faire avec peu de matériel ou à domicile. Donc il y a certains mouvements où ça va être avec un matériel que vous avez déjà chez vous, mais que vous pouvez transformer en matos de muscu, ou alors 100% au poids de corps, où il y a zéro matériel. Il y a même du stretching et tout. Enfin bon, j'ai essayé de faire les choses, voilà, il y aura d'autres contenus comme ça, parce que je ne sais pas combien de temps on va rester dans ce cas de figure. Et d'ailleurs j'avais envie de préciser que je n'avais pas moi je suis en télétravail et je m'entraîne à la maison, donc finalement ça m'impactait sur une seule chose, c'était que moi, mes temps libres, j'aimais bien aller voir mes potes, boire un café avec eux, enfin voilà, me promener un petit peu. C'était mes occupations à moi durant la semaine quand je ne bossais pas. Mais par contre, le week-end, je sortais, enfin, je bougeais, j'allais jusqu'à la bagnole, j'allais faire la laver ou voir des potes, enfin, et c'est là, en fait, où c'est devenu le plus handicapant, ça a été ce week-end. Parce que durant la semaine, avec mon boulot, je voyais pas finalement ce cloisonnement à la maison, je m'en rendais pas vraiment compte, mais le week-end, par contre, là, j'ai un peu ressenti, donc il a fallu que je m'occupe, donc ça a été un peu complexe, je me suis mis des objectifs, et finalement, bon, ça s'est très bien passé. Mais c'est là où je me suis dit, waouh, ceux qui sont cloisonnés
et qui n'ont pas le télétravail, ça doit être hard. Et moi, je pense que j'en profiterai pour apprendre une nouvelle langue, ou je sais pas, mais il me faudrait un sens, un but à transformer ces minutes, ces heures de vie à quelque chose, quoi. Bon, l'apprentissage, c'est une bonne chose. Donc pour ceux qui sont pas VIP, allez faire un tour sur l'espace VIP. Vous en sortirez à la fin sachant sur la muscu, la nutrition et le style de vie, je pense, bien plus que le coach de votre salle. Voilà, je m'arrête ici et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, jeudi pour la vidéo du jeudi et dimanche pour la vidéo formation des VIP. Sinon, il y a tous les emails du matin. Si vous tapez fitnessmith.fr/news, vous avez tous mes mails du matin, les petites actus, les petits trucs que je partage nulle part ailleurs. Et puis, sur Instagram et les réseaux sociaux, c'est FitnessMiss, tout simplement. À plus, bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.